Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode que plusieurs vont remarquer, là, on était pas mal à jour avec les publications. On l'enregistre le mardi soir, le mardi 25 avril. C'est de ma responsabilité pour ceux qui le savent, qui nous écoutent depuis quelques temps. Autant des fois c'est une question de vacances, autant bref, vous le savez, on en fait un par semaine et on a des obligations. Là, je suis en magnifique planification de mon cours ce week-end, pour ceux qui savent que j'étudie à temps partiel. Et donc, j'ai du pain sur la planche dans des travaux qui sont absolument passionnants. Certains vont voir beaucoup d'ironie dans ce que je dis, et c'est tout à fait vrai. Donc, c'est un travail qui m'arrache un peu la tête pour un apport de valeur ajoutée plutôt modeste, à mon avis. Mais on vous fait quand même un épisode assez intéressant. Vous allez voir deux sujets que j'ai proposés à Gab. Des fois, il y a le Gabriel Show, il y a le GP Show. Celui-ci risque d'être un peu en mode GP Show. Donc, on vous fait un Voilà. place au débat pour commencer qui va couvrir un peu le monde de la politique américaine. Vous allez voir très vite. Et on va terminer avec un au son de la cloche pour parler aussi d'un événement très récent d'une compagnie que j'appréciais également, là, de manière plutôt constante. Et certains vont le reconnaître. Et un homme gestionnaire, un CEO Ouais, polarisant. on sait de qui tu vas parler, on sait. Exactement. Donc, en deuxième partie, vous allez voir. Là, donc, avant toute chose, et un petit peu moins pertinent peut-être pour l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel on parle un peu d'opinion et en deuxième partie d'une compagnie privée. Je te laisse quand même, Gab, par le disclaimer là, habituel pour le début de l'épisode. Oui, bah, c'est vrai que vous êtes habitués, chers auditeurs, évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast, vous le savez, c'est notre opinion personnelle, pas une recommandation officielle. On invite à consulter un expert. Et puis pour le coup, je pense que pour l'épisode de cette semaine, deux avertissements. Euh, Premier avertissement, je dirais, bah, c'est un GP show, là. Donc attendez-vous à avoir, en tout cas, à avoir des débats intéressants, c'est ça, sur... ce serait pas sur Elon Musk, par exemple, hein. Je ne sais pas. Je fais... C'est un spoiler, là, mais... Enfin bref, donc ça, premier disclaimer, puis deuxième, évidemment, c'est comme on va parler, on va dire un peu plus d'opinion, surtout je pense dans le place au débat, même si je pense que ça va être avec des pincettes, parce que bon, on n'est pas des électeurs américains là, mais oubliez pas évidemment que faut que ça reste courtois, en tout cas dans les commentaires, etc. Puis le but, c'est de faire un débat constructif, un débat d'idées, puis de pas non plus s'arracher la gueule sur de la politique, parce que c'est pas le but. C'est rester courtois, puis un peu dans l'esprit de la démocratie. Là, ça y est, sortez les violons, là, mais dans l'esprit de la démocratie, bah, de rester évidemment respectueux des idées de l'autre et des autres Kumbaya. pour ceux qui... Kumbaya, paix dans le monde, hein, j'ai envie de dire. C'est Gab qui le fait cette fois-ci et non moi, là, mais effectivement, paix dans le monde, respectons les Mais opinions, liberté mais d'expression. c'est vrai que pour le coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de sujet inspiré de JP, donc j'ai bien hâte en tout cas de lancer l'épisode. Je pense qu'on est prêt, non? Absolument, c'est là où on en est, donc commençons avec le premier segment, le place au débat. Parfait, donc je l'ai mentionné, politique américaine, on aurait, là, encore une fois, on part avec une opinion directe, on aurait peut-être aimé ne pas avoir à nouveau parler d'une confrontation possible et presque, je ne vais pas dire garantie, mais on n'est pas loin là, entre Joe Biden et Donald Trump. Donc, Biden a annoncé justement aujourd'hui sa candidature. Il y avait, je pense, c'est présentement, ou il est un peu tard, le dîner des correspondants à Washington, qui est souvent une plateforme assez importante pour une réélection, là, pour en fait le président en place, surtout lorsque c'est les démocrates. Là. Trump n'était pas nécessairement le plus grand fan des dîners des correspondants à Washington. Mais si je me souviens bien, Obama avait utilisé ça également comme plateforme. Donc, Biden a annoncé sa candidature, en partie là, du bassin démocrate, étant président qui siège. C'est certain que la convention démocrate, on est très loin d'être à notre dernière surprise, mais ce serait quand même surprenant si Biden n'était pas sur le billet démocrate pour les prochaines élections qui arrivent dans un peu moins de 2 ans. Et aussi, là, je pense que Kamala Harris l'a mentionné, je lisais un peu là-dessus ce matin, a mentionné son intérêt, et en fait, presque ses attentes qu'elle soit encore à nouveau sur le billet en tant que la vice-présidente pour Biden. Donc, un même billet démocrate qu'aux élections précédentes. Et on rappelle également de l'autre côté, bon, ben, Donald Trump avait également présenté sa candidature. Il y avait quand même quelques autres personnes là, dans le clan républicain qui avaient annoncé, entre autres Nikki Haley, entre autres. Et on attend monsieur,
monsieur gouverneur, sénateur, pardon, de la. Non, gouverneur de la Floride. Gouverneur non. Les roses sont toujours un peu curieux dans toutes ces strates-là, bref. Mais Le c'est vrai que gouverneur de t'aurais pu, DeSantis. t'aurais pu faire la distinction effectivement avec le sénateur Marco Rubio, en Marco effet. Rubio, effectivement, qui lui aussi était dans, Oui. dans la stratosphère républicaine à l'époque. Mais bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve avec une éventualité d'un clash 2.0 entre Trump et Biden. Trump continue d'être polarisant à sa manière. Le but de l'épisode n'est pas nécessairement de retourner sur ce qui se passe dans son contexte, de retourner sur les accusations au niveau du district de New York sur lesquelles, en fait, auxquelles il fait face. Mais c'est un petit peu plus de mettre la loupe sur Biden. Biden, présentement, se retrouve quand même, c'est le président siégeant le plus âgé, là, à 80 ans déjà, aux États-Unis. Dans l'histoire des États-Unis, c'est également un président qui est pas nécessairement apprécié beaucoup, là, je pense, depuis dans les 70 dernières années. Là, il est dans le bottom 3, là, dans les trois plus faibles taux d'approbation en avril de sa troisième année de mandat. Là. Il est à 41% d'approbation présentement. Donc, il n'est pas forcément apprécié. On rappellera aussi là, le fameux dicton de Sleepy Joe là, qu'utilisait Trump, mais on se retrouve aussi avec quand même beaucoup de doutes sur sa santé. Je pense également, là, il y a eu des sorties qui ont été faites de la part de médecins de la Maison-Blanche mentionnant qu'il était en super état, mais on a vu les images tourner et n'importe quel journal américain, surtout les journaux démocrates, les journaux de droite vont mettre l'emphase lorsque bon, il y a un peu des pertes de mémoire ou certains de ses discours qui sont un peu moins cohérents, ou même parfois, je pense que c'était des chutes lorsqu'il montait les escaliers de Air Force One. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant de voir qu'on aurait un Biden versus Trump. On voit encore une fois la même logique que c'est le fight entre l'establishment politique américain en Biden et tout de même un old school républicain en Trump. Là. Donc, moi, mon inquiétude, et c'est là le place au débat, c'est bien, c'est deux personnes politiques polarisantes qui ont des fanbases et qui ont des personnes qui les appuient en millions de personnes aux États-Unis. Et ça va être, encore une fois, si c'est le biais électoral, ça va être quelque chose de polarisant, ça va être quelque chose qu'on va parler, ça va être quelque chose qui va être serré. Peu importe le résultat, c'est certain. Si c'est Biden versus Trump, on peut s'attendre, encore une fois, à énormément de clivages. Et c'est un peu là où j'ai quelques problèmes. Je me dis, j'aurais aimé avoir un peu de sang neuf. J'aurais aimé qu'on se retrouve avec, de tourner la page et d'avoir réellement des candidats qui pourraient challenger le prochain billet, la prochaine présidence américaine, autant dans les deux clans. Sans dire que DeSantis est une bonne option, sans dire également que j'oublie son nom me sort de l'esprit, je le retrouverai, là, mais le gouverneur de l'État de la Californie, Gavin Newsom, voilà, là, qui est démocrate avec un peu plus de 109. Ça aurait été le fun de voir une nouvelle vague de candidats. Je pense que ça aurait fait du bien. Je pense que ça aurait retiré aussi un peu de doute sur bon, les capacités de Joe Biden de continuer à gouverner pour un autre mandat complet qui l'amènerait passer les 85-86 ans, et même, je pense que ça serait 88 ans, là, ce qui est quand même, on rappelle, il est déjà à ce jour le président le plus âgé en poste aux États-Unis, comme je l'ai mentionné. Et Trump, comme je dis, je ne suis pas forcément un fervent de Trump. Je trouve qu'il est trop polarisant et je trouve, en tant que Canadien que je suis, lorsqu'il est à la présidence, il y a tellement d'incertitudes pour l'ensemble des pays qui sont les alliés des États-Unis que c'est pas forcément 4 années où on va se retrouver avec beaucoup de paix d'esprit, peu importe le secteur, peu importe l'industrie, peu importe le dossier, tout ce qui va être États-Unis versus Canada pour quelque chose, on va probablement se faire prendre. On l'a vu avec la renégociation de l'ALENA. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'éléments que le Canada a tout de même perdu dans ce clash-là qu'il y avait eu avec Trump. Et il y a aussi plusieurs points que Trump avait fait lors de sa présidence, entre autres la Cour suprême, qui a des impacts considérables pour des générations et des générations aux États-Unis, en nommant, je pense qu'il il y avait eu l'opportunité de nommer, je pense, au moins 3 juges à la Cour suprême, ce qui est quand même une rarité pour un mandat de 4 ans. Mais il y avait beaucoup de départs justement à la retraite ou de décès. On sait qu'ils sont nommés à vie ou jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus siéger ces justices-là. Et on se retrouve quand même avec maintenant une chambre, en fait, une cour qui est fortement républicaine et qui a des idées quand même très, très poussées, très de droite et même à certains égards d'extrême droite. Donc je pense que autant Biden n'est peut-être plus à 100% le meilleur candidat pour gouverner le volet démocrate, autant Trump peut vraiment mettre la pagaille complète côté républicain. Donc, je vois un peu ça comme un jeu à somme nulle d'avoir un nouveau billet, une nouvelle présidentielle, une nouvelle élection dans moins de 2 ans qui va se retrouver avec les deux mêmes options.
Et c'est là où je suis un petit peu attristé de voir que je ne vois pas d'autres pattes, je vois pas d'autres chemins qui pourraient nous amener à ça. Comme on l'a dit, je pense que un président sortant, ça serait fortement étonnant que les démocrates décident de tasser Biden pour X, Y raison dans les prochains mois, prochaines années, d'ici à ce que la convention soit confirmée et que le candidat soit confirmé. Et de l'autre bord, comme je dis, ben, Trump, c'est Trump. Je ne vois pas qui, à part peut-être DeSantis, mais on s'entend que DeSantis se tire un peu dans le pied avec Mickey Mouse. Là. On avait déjà fait un épisode là-dessus, là. Mais je pense qu'il ne s'aide pas forcément. Et c'est dur de voir côté républicain qui d'autre que Trump, avec son énorme, justement, base de militants, pourrait ne pas passer ou pourrait ne pas être mis, sachant que c'est possiblement le meilleur candidat qui peut être présent pour briguer la présidence, encore une fois, pour les républicains. Donc, c'est un peu le constat, on l'a dit, là, un peu JP Show, j'ai vraiment tout mis mon opinion. Mon opinion est Voilà, très neutre là-dessus. Mais en fait, mon opinion c'était est du grand simple, c'est JP Show. je prends pas de position dans le sens que je considère que les deux candidats sont probablement pas les meilleurs candidats qu'on pourrait avoir. Encore une fois, je parle en tant que Canadien, je n'ai aucun impact sur la présidentielle américaine qui s'en vient. Mais c'est certain que ça aurait été bien de voir quelque chose de nouveau, d'amener deux personnes qui sont un petit peu plus au centre également, à certains niveaux dans leurs opinions, et un peu de Voilà, sang neuf. Je pense que les États-Unis s'en porteraient mieux. Je ne pense pas que mon opinion va être écoutée. Je ne pense pas que j'ai un gros mot à dire là-dessus. Mais c'est mon constat. Je pense que, regarde, tu ris présentement, personne ne le voit, là, mais je vais te laisser à ce moment-là te mouiller toi aussi et partager Mais ton opinion. Mais le plus drôle était la voix du centre, quand même. Ça, c'était quand même. Entre les démocrates et les républicains, bah, il y a un peu des biens dans les deux. Bah oui, c'est pas mal. Non, mais Euh, écoute, les États-Unis ont besoin de se recentrer avec un candidat qui, peu importe oui, mais. quelle couleur il porte, va quand même se retrouver à ne pas clasher les extrêmes. Sans quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je te passe la parole par la suite. On se retrouve avec, après un mi-mandat, on se retrouve avec des chambres qui sont plus alignées comme on l'a présentement. On a une chambre des représentants qui fight contre le Sénat puis contre le bureau ovale. Ça mène pas à grand-chose. Ça fait des clashs sur le debt ceiling qu'on n'en parlera pas à nouveau. Ça mène à ça. Quelqu'un qui serait plus au centre, je pense qu'on s'aiderait un peu, du moins aux États-Unis, au sud de la frontière. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est une position, comme tu l'as dit, un peu compliquée hein, dans la situation politique américaine. Parce qu'effectivement, tu as deux camps extrêmement impopulaires. En fait, c'est ça un peu le constat final, c'est que les deux alternatives, bah, les gens ne l'aiment pas. Donc, tu as les pro-Trump qui détestent les pro-Biden, puis tu as les pro-Biden qui détestent les pro-Trump. Puis en fait, au final, bah, ça fait à peu près 52 à 48% de la population, 52 versus 48, je dirais. Biden a quand même encore une majorité parce qu'il est démocrate en fait. Il est démocrate et souvent, bah, en fait, en termes de vote populaire, souvent les démocrates ont un peu plus de vote populaire aux États-Unis parce que, vous le savez, le système électoral est basé sur le collège électoral. Donc, c'est pas exactement le vote populaire qui décide effectivement qui va être élu président des États-Unis, mais c'est dans chaque État, tu as une course. En fait, tu as une élection dans chaque État. Là. Donc, c'est ce qui fait la subtilité aussi du système américain. C'est aussi effectivement le changement, l'opposition aussi dans le système législatif qui fait que, comme tu l'as dit, bah là maintenant on a une House qui est passée, donc la Chambre des représentants pour pas faire d'anglicisme, qui est passée côté républicain, mais le Sénat est resté démocrate par la voix. Est-ce qu'ils ont gagné d'ailleurs? Je pense qu'ils sont maintenant rendus à 51, hein, by the way, hein, le Sénat côté démocrate. Hein. Ouais, les démocrates ont gardé le contrôle, effectivement, du Oui, mais ça, Sénat. ils ont Après les gardé. recomptages, là, il y a eu quelques États, je pense que ça avait pris un petit peu plus de temps, là, mais oui, ils ont Mais gardé le ils avaient contrôle du même Sénat. Ouais. gagné, tu vois. Ils avaient Oui. même gagné un siège, donc, Parce qu'avant, donc ça avait même. c'était Kamala Harris qui faisait la différence avant le mi-mandat. Voilà. Maintenant, ils sont corrects, même sans Kamala, qui, oui, certes, est là, mais c'est pas elle qui fait le point de différence, au moins. Ils ont une majorité absolue sans Ouais, Kamala. c'est ça. Donc c'est vrai que ça facilite effectivement le travail, mais bon. Pour dire qu'effectivement, maintenant, le mandat de Biden ben, est un peu fini, en fait, hein, puisque on le savait, maintenant, on va passer des lois importantes va être compliqué. Maintenant, ça va être plus de la politique étrangère. Hein. D'ailleurs, on a l'impression, d'ailleurs, souvent, c'est un peu comme ça. Quand il y a plus de rien à faire sur le sol américain, ben, on va faire de la politique étrangère, puis on va laisser le vice-président faire ses affaires, là, faire tourner le pays à l'intérieur. Là. Un peu comme le Premier ministre, d'ailleurs, en France. Hein. C'est un peu je trouve que ce rôle ingrat revient souvent au vice-président qui, pour le coup, d'ailleurs, enfin, elle, pour le coup, Kamala Harris, bah, je trouve, pour le coup, était vraiment invisible depuis le début du mandat Biden. Enfin, franchement, c'est. Et regarde, je suis pas contre Biden, mais man, on l'a pas entendu, on l'a pas vu.
depuis son élection, en fait, à la vice-présidence. Alors que pour le tout coup, Joe Biden, quand il était vice-président d'Obama, on le voyait tout le temps, quoi. Donc même Mike Pence, quand même, dans une certaine mesure, on le voyait beaucoup plus souvent, euh, d'autant plus qu'il était particulièrement radical, surtout sur les questions, on va dire, de société, puis même les questions économiques étaient quand même très tranchées à droite, là. Euh, c'est vrai que c'est assez particulier, et puis tu l'as bien souligné. Alors, peut-être petite correction, en effet, pour ce que tu disais. Tu dirais que Biden avait 86 ans pour avoir il serait non, non, il a actuellement 80 ans, donc normalement, le plus tard qu'il pourrait avoir, ça serait 85 ans, normalement, si on fait je fais les calculs de tête, là, mais donc il pourrait, avec l'âge, il pourrait pas être à 88 ans, mais en effet, il serait quand même le président le plus âgé. Et c'est vrai que les marques de son âge commencent à se faire sentir. D'ailleurs, il y a plusieurs, en tout cas, vidéos sur Twitter que tu peux voir, ou même sur les réseaux sociaux, on le voit tomber, etc., régulièrement. Donc, ce qui est particulièrement inquiétant, mais ça pourrait quand même être une situation un peu plus à risque, en fait, en termes de destitution du pouvoir, et qu'on se retrouve avec Kamala Harris comme présidente, puisque, vous le savez, le vice-président prend automatiquement la présidence en cas de décès du président. Et d'ailleurs, petite question quiz pour toi, J'allais dire JP. pour ceux qui ont écouté Frank Underwood ou qui ont écouté House of Cards vont comprendre beaucoup plus le système de remplacement lorsque un président n'est plus apte Mais, comme Frank Underwood avait été. mais imaginons qu'il y ait le président et le vice-président qui meurent à la fois. Qui devient président? C'est pas genre le speaker à ce moment-là of the House qui est le troisième ou Oui, oui, et après, imaginons qu'ils tous meurent. genre le ministre de l'Agriculture ou je sais pas quoi, le secrétaire de Non, l'Agriculture ou un truc aussi ridicule c'est que ça. c'est le Secretary of State qui devient effectivement, c'est le quatrième personne. C'est pas, puisque le président du Sénat, vous le savez, c'est le vice-président. Donc je trouvais ça assez drôle comme anecdote là, mais bon, si jamais ça arrivait, enfin, t'aurais une bombe thermonucléaire qui tomberait sur les États-Unis, bah, en théorie, notre ami dont j'égorge le nom maintenant là, serait secrétaire d'État américain, bah, se retrouverait effectivement président de facto des États-Unis. Bon, je pense que maintenant on se poserait d'autres questions, effectivement, si le cas arrivait là. Et c'est vrai qu'en plus, il y a cette histoire avec, tu l'as bien mentionné, c'était un point très important, je trouve aussi, que tu as mentionné sur sur ce qui se passe évidemment à la Cour suprême, parce que là aussi, on a vraiment un penchant républicain qui se fait sentir de plus en plus. Oui, les républicains, en effet, gagnent en termes de popularité dans la plupart des États clés, hein, notamment, bon, la Floride, maintenant, c'est plié. Je veux dire, ils ont la majorité. Je pense que ça devient même plus un swing state, là. C'est fini, là, honnêtement. D'ailleurs, Ron DeSantis perd un peu en vitesse. D'ailleurs, c'est assez drôle, là, mais apparemment, alors c'est ce que j'ai lu avant de lancer le podcast, il aurait été accusé par Trump d'être un groomer. Donc, traduction, c'est un espèce de prédateur sexuel. En gros, c'est ça que ça veut dire en traduction anglais-français, là, mais parce qu'il aurait eu des comportements déplacés, comment dire, je crois, avec il aurait un comportement déplacé il y a des années, là, mais bon. C'est Encore une sûr que fois, c'est des Trump est placé accusés. pour parler, là. C'est ça, il est pas très bien placé pour parler, étant donné que, bon, c'est quand même pas le type le plus finot, surtout sur les remarques, on va dire, qu'on lie un peu avec les remarques d'ordre sexuel, là, avec Grab the Women by the 111, qu'on citera pas parce que moi, je veux garder. On n'a pas de monétisation, vous êtes au courant, mais je veux garder quand même le référencement du podcast, là, mais euh, on a. C'est vrai, cette tendance à la droitisation de l'Amérique qui se fait sentir. Et puis, comme je disais, c'est ça, à la Cour suprême, bah, c'est Coney Barrett qui a été la dernière, je crois, l'avant-dernière à être nommée, puisqu'il y en a eu, il y a eu une nouvelle démocrate qui est rentrée. Mais puis il y avait Brett Kavanaugh aussi, dont la nomination avait fait polémique pour justement ces comportements déplacés, apparemment allégués. D'ailleurs, on fait présomption d'innocence envers les femmes. Donc c'est un drôle de chair. On se retrouve aujourd'hui maintenant avec en fait une Cour suprême qui n'a jamais été autant de droite, puisque Clarence Thomas, par exemple, un autre juge de la Cour suprême, a décidé de vouloir abolir tous les droits, on va dire, qui sont liés plus aux libertés sexuelles aux États-Unis. Euh,
jugement d'ailleurs qui se base plus sur des hypothèses juridiques, hein. C'est un débat très complexe, hein. Je pense nous-mêmes, on n'aurait peut-être même pas les capacités, sans me vanter là, mais je pense qu'on n'aurait pas les capacités de comprendre exactement c'est quoi les bases juridiques qui ont pris cette décision, évidemment l'abolition évidemment de Roe Wade, hein, qui est l'arrêté qui autorisait l'avortement et qui a été pour le coup contrecarré par une nouvelle décision de la Cour suprême. Donc c'est un climat assez intéressant et évidemment l'entrée en jeu de Joe Biden évidemment sur la scène politique avec ce nouveau slogan là qu'il a lancé, la Together We Can Finish the Job. Alors c'est très très beau. Je vous invite à voir la petite vidéo clip de campagne. C'est très bien réalisé, hein. Le montage est beau là, c'est digne des plus grands youtubeurs là, mais évidemment bon c'est un clip de campagne évidemment pour essayer de se faire réélire. Et puis bon, on sait que la campagne des primaires va commencer très prochainement, puisqu'en fait ça va commencer d'ici les prochains mois avec le clash qu'on attend côté républicain, côté démocrate. Évidemment, il n'y a aucun enjeu, puisque la tradition veut qu'il n'y ait aucun candidat qui s'oppose au président sortant. Même si c'est déjà arrivé, par contre, que tu aies des fois des oppositions un peu plus élevées. Là, j'ai pas de record, mais j'ai le souvenir que je crois avec Gerald Ford, c'était un peu plus, mais c'était peut-être pas Gerald Ford. Je me perds, mais donc retirer mon dernier commentaire là, mais je crois que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer évidemment dans les prochains mois. Est-ce que Kamala Harris va remonter un peu sur la scène ou est-ce qu'elle va rester dans sa tombe? On ne sait pas. C'est ce qu'on espère voir en tout cas dans les prochaines semaines et mois là. Exact. Donc, je pense c'est un premier épisode avant plusieurs, mais bon, les États-Unis s'enlignent vers une campagne et on sait que justement, autant Biden va commencer à avoir beaucoup de choses, tu l'as dit, faire un peu plus de politique étrangère, mais faire beaucoup de présence dans différents États et tout. Donc, ça commence déjà. C'est ça qui est un petit peu triste aux États-Unis avec l'ampleur de l'opposition qu'il va y avoir, encore une fois, entre les républicains et les démocrates lors des prochaines élections présidentielles. On sait très bien qu'il va y avoir énormément tu sais, c'est très adéquat cette terminologie que je vais utiliser pour les États-Unis, mais un peu prêcher pour sa paroisse. Donc, chacun va tirer sur son bout de couverte, comme on dirait au Québec également. On se retrouve avec encore une fois là, de la politique qui fait du surplace, qui n'est pas nécessairement bon en 2023 avec les problématiques que l'on connaît aux États-Unis, que l'on connaît à travers le monde. Je ne pense pas forcément qu'un clash entre guillemets d'ego et de popularité dans le but d'aller gagner des votes dans un peu moins de, comme je disais, de 2 ans est forcément la meilleure chose à faire, mais c'est comme ça que ça fonctionne et on ne peut pas voir autrement. D'ailleurs, savais-tu que Joe Biden avait des origines québécoises? Ouais, ben, du côté, je pense, une de ses arrière-grand-mères ou un truc de même, j'ai entendu vaguement, je crois. Mais irlandais également. C'est un peu un homme du monde, hein, c'est un peu un homme du monde, hein. J'allais te le dire, mais j'allais te dire que c'était une blague parce que j'en ai aucune idée en fait. Ça se pourrait, hein, ça se pourrait. Comme je dis, il y a des origines quand même assez variées. Il a publié l'autre jour, ouais, son truc irlandais là, mais bon, ça, Ouais. on le sait là, parce que bon, après tu vas me dire, c'est peut-être un quart des États-Unis qui sont d'origine irlandaise là, donc Surtout bon, pour ceux qui sont installés dans des États de la côte dans le nord-est, là, un peu comme le Delaware et compagnie. Mais bref, tout ça pour dire que on verra bien. Mais c'est ce qui conclut ce premier segment-là, place au débat. Là, mais on a clairement encore beaucoup de discussions à faire une fois que le sujet va se poursuivre. Entamons notre deuxième segment, le Au son de la cloche. segment qui devrait s'appeler JP Show directement, hein. Je pense qu'on devrait faire un jingle spécifique dessus. C'est un peu moi qui pousse l'idée que j'ai toujours eue et l'intérêt que j'ai toujours eu envers SpaceX. Là, donc pas de spoiler ici, là, tu l'avais mentionné. C'est Musk. On veut parler, se lancer dans l'idée pour ne pas faire un autre jeu de mots avec ce qui est arrivé avec Starship. Donc le lancement de Starship, le nouveau test de Starship, là, qui est la fusée la plus puissante jamais produite. Est arrivé avec, bon, d'un côté, certains diront un échec, de l'autre côté, certains vont dire que c'était un test qui a amené beaucoup de data pour, par la suite, progresser. Je suis un peu dans ce camp-là. Là. On l'a vu dans le temps avec le fameux Falcon 9. Il y a eu énormément de tests, les fameux tests de landing. Maintenant, c'est une formalité. On ne regarde même plus les vidéos sur Twitter en live lorsqu'ils font un lancement parce que c'est un acquis qui vont être en mesure d'atterrir ça, que ce soit directement au niveau de la base, je pense au Texas ou à Cap Canaveral ou même sur leur fameux drone ship, là, ce qui est assez impressionnant. Je suis
quelqu'un qui croit énormément en la capacité de Starship de se développer. En fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à un certain point. Est-ce qu'on va être en vie ou non, who knows? Mais je ne vois pas comment Starship ne pourrait pas être un véhicule pour utiliser en termes d'utilisation pour des énormes payloads ou même un véhicule de lancement qui puisse permettre là, de mettre une base sur la Lune ou Mars, etc. Dans ma tête, c'est une éventualité qui est évidente. Je vois le test et l'échec du test récent comme étant, oui, un step en bon anglais dans la bonne direction. Donc, je ne suis pas du clan qui vont considérer ça comme étant un échec. Je pense que c'était presque attendu, mais que, comme je l'ai mentionné, les données vont apporter énormément de valeur aux ingénieurs de SpaceX. La question que ça m'apporte, c'est cette fusée-là qui est tombée en poussière. Et cette fusée-là également, qui, de par sa puissance et de par de la retombée de certains débris, a causé quand même des dommages un peu partout, mais surtout lors du décollage au niveau de la plateforme de lancement qui, on parle quand même de plusieurs mois, en fait quelques mois, peut-être 3 mois, ce qui est quand même pas mal de temps là, pour réparer les dégâts au niveau de la plateforme de lancement, en vue de faire un prochain launch justement de fusée. Ça amène quand même un doute sur les liquidités de SpaceX. SpaceX reste une compagnie qui est privée. C'est une compagnie qui se finance de deux manières principales. Donc, d'une manière avec des rondes de financement qu'ils vont faire. Ils en ont eu quelques-unes. C'était quand même plusieurs. C'était pas des petits dollars qu'ils obtenaient. Là. Ils ont en masse de capacité pour leur projet. Et de l'autre côté, ben, c'est des contrats qu'ils font avec des sociétés privées, des sociétés publiques, avec la NASA également, là, mais dans leur fameux payload, où ils vont lancer des satellites, etc. Ce qu'ils vont faire également avec la capsule Dragon là, pour envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale. Ça rapporte quand même beaucoup d'argent et c'est des contrats qui sont certains sont publics, mais qui rapportent beaucoup. Et c'est souvent utilisé soit pour continuer ces programmes-là ou pour investir dans le développement de d'autres programmes comme Starship. Ma question reste, jusqu'à quel moment est-ce que SpaceX peut continuer de vivre en tant que société privée avant de dire, OK, oui, il faudrait qu'on fasse une ronde d'équité, qu'on fasse un IPO, qu'on devienne public, sachant, et c'est là où c'est au son de la cloche qui est teinté d'un peu un volet opinion, là. Ceux qui nous écoutent depuis très longtemps le savent. J'ai toujours dit que SpaceX était une compagnie que si ça devenait public, je serais prêt à mettre de l'argent dans ce genre de compagnie-là, juste parce que, à mon avis, comme on l'a vu avec Tesla, il y a énormément de fans de Elon Musk, de SpaceX, qui ne vont jamais lâcher cette compagnie-là. On l'a vu, là, Tesla peut prendre un vent de face dans sa production et ça va quand même pas mal au niveau du titre. Là. Il y a toujours des rebonds presque dans cette compagnie-là. Donc, un peu une vision que les projets d'Elon Musk peuvent amener lorsque les compagnies sont disponibles ou sont transigeables sur les bourses vers la croissance. Mais je pense qu'il y a aussi cette vision-là de dire il y a beaucoup de choses qui vont continuer et le but de SpaceX ne va jamais ralentir, à mon avis. Donc, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à cette compagnie-là. Maintenant, je pense que pour des fins de liquidité, la logique de devenir public peut prendre de la pertinence, surtout si le test qu'on a vu, l'explosion de la fusée Starship, est une de plusieurs. C'est pas quelque chose qui est facile. Il y a énormément de liquidité qui doit être investie là-dedans. Les ingénieurs, ça ne coûte pas 2 sous non plus au niveau de SpaceX. Donc, c'est ce qui m'intrigue. C'est jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent continuer de juste soulever du capital ou soulever de la dette plus spécifiquement à l'aide de financement présentement, et jusqu'à quel point est-ce que cette compagnie-là ne devrait pas devenir publique. Je sais que ce n'était pas quelque chose qu'Elon Musk avait laissé de côté éternellement. Il l'avait fait avec Tesla. Euh, donc, j'ai un intérêt à voir c'est quoi la suite. Je pense que c'est une bonne question. Je ne suis pas journaliste et je n'ai pas l'opportunité de poser ce genre de questions-là à Elon Musk. On sait qu'il est très public là-dessus, donc je pourrais très bien aller sur Twitter et faire un hat et who knows, maybe, si je paye le 8$ pour avoir le crochet bleu, il va me répondre, qui sait. Mais c'est le genre de questions que j'aimerais voir où est-ce qu'il en est maintenant en 2023 sur sa position par rapport à un éventuel IPO de SpaceX. Les dernières discussions, ça date de quand même un petit moment que j'ai pu lire là-dessus. Mais j'ai quand même beaucoup d'intérêt de voir où est-ce qu'il en est là-dessus et qu'il puisse nous partager avec toute sa transparence. Il est polarisant, il n'est pas parfait, ce n'est pas un CEO que l'on peut nécessairement apprécier de manière unilatérale, mais sa transparence est quand même assez intéressante, peu importe le dossier. J'aimerais savoir où est-ce qu'il en est. Je pense que SpaceX va avoir besoin, sinon d'une autre ronde de financement à un certain point pour les projets qui ne sont pas subventionnés par la NASA ou par des compagnies privées et publiques là, qui veulent envoyer des satellites dans l'atmosphère. Mais j'ai hâte de voir ça va être quoi. Est-ce que ce moment-là va arriver, ils vont faire une autre ronde de financement ou est-ce que le IPO va devenir pertinent? Je pense qu'il y a un mix de stratégie de gestion, le côté SpaceX, mais également un mix de l'intérêt et l'appétit des marchés pour un IPO. Mais je pense que ça serait clairement le IPO le plus élevé en termes de capitalisation qui serait obtenu clairement dans l'histoire des marchés financiers. Je n'ai presque pas de doute là-dessus des places boursières.
Mais j'ai bien hâte de voir et j'avoue que j'ai une certaine intrigue à savoir qu'est-ce qui va se produire là-dessus. Mais comme on l'a dit, on n'a pas beaucoup d'informations à cet effet ou plus, des updates plus pertinents. Mais c'est mon point, donc je ne sais pas, Gab, c'est une opinion là-dessus. Je pousse un peu l'idée, je relance le point que j'ai probablement dit ça devait être facilement en août 2020, lorsqu'on a commencé le podcast. Clairement, après quelques épisodes, j'ai dû commencer à parler de SpaceX. Ceux qui veulent réécouter l'épisode, allez le voir. Mais c'est un point. Je trouve qu'un IPO pourrait être intéressant, pourrait être pertinent. C'est pas une mauvaise chose également pour la structure de capital, qui c'est la suite. Non, bah, je pense que c'est quand même en fait, une bonne opportunité justement de pouvoir parler un petit peu de l'évaluation en fait en venture capital, hein, parce que ça fonctionne peut-être pas de la même façon que comme on l'a mentionné là avec principalement de ce qu'on appelle les PIPE, donc les Public Investment Private Investment in Public Equities, les investissements privés ou même les IPO, donc là, les levées de fonds en bourse. Euh, faut se rappeler que c'est ça, chaque ronde de financement permet effectivement non seulement d'injecter de l'argent, mais aussi d'établir la nouvelle valeur en fait de cette entreprise-là. Et tu vois, le dernier investissement, je crois, qui a été fait par un fonds de VC qui s'appelle Andreessen Horowitz, si je me trompe pas, et avait comment dire injecté un peu moins d'1 milliard de dollars. Je crois que c'est à peu près 550 millions, 50 millions de dollars dans la compagnie. Ben, ça a amené en fait la valorisation totale en fait, grâce à cette transaction-là, on est capable d'estimer que la valeur de l'équité, donc sans compter la dette, hein, donc la valeur juste de l'équité est d'environ 137 milliards de dollars. Donc, ce qui est, comme tu l'as dit, la placerait effectivement en termes de valeur marchande, en termes de valeur de market cap, là, comme vous le savez eh ben, à des niveaux très comparables à des très grandes entreprises. J'avais repris, pendant que tu discutais, JP, que tu t'amenais tes points, un peu un espèce de comparaison, mais tu sais, ça ferait en sorte que la compagnie serait valorisée autant que, par exemple, AT&T, donc, qui est le numéro un de la téléphonie aux États-Unis, donc quand même un nom énorme, là. C'est à peu près au même niveau aussi que Starbucks, 125 milliards. Intuit aussi, qui est une compagnie qui fait des logiciels de comptabilité, notamment QuickBooks, peut-être que vous connaissez. American Express, j'en ai plein d'autres. Boeing, même au niveau de Boeing, donc tu te rends compte qu'effectivement, ça, Lockheed Martin aussi. Donc pour te dire que ce serait évidemment énorme et on se rapprocherait même des très grandes banques comme Morgan Stanley. Donc pour dire qu'effectivement, SpaceX a de l'intérêt, effectivement, des investisseurs. La question est de savoir est-ce que tu veux être public ou non ou privé. Ben, c'est un débat, on va dire, assez éternel, aussi vieux que la finance. La question, c'est est-ce que tu veux euh, avoir plus de flexibilité en étant, on va dire, être en bourse et de pouvoir lever des fonds subséquemment, faire ce qu'on appelle des follow-up offerings beaucoup plus facilement. Eh ben, oui, en effet, les marchés publics te le permettent. Et ça permet aussi à ce que les investisseurs qui étaient là dès le début aussi à se libèrent aussi de leur position et puissent le passer à des investisseurs un peu plus de détail, tu vois, donc, ou des fonds de pension traditionnels. Donc, je pense que c'est l'intérêt. Euh, le problème aussi des marchés publics, bah, c'est que comme le nom l'indique, c'est que tu dévoiles tout. Tu dévoiles toute ta sauce et c'est un paquet, on va dire, on va dire de troubles. Musk, d'ailleurs, je crois, avait dit que c'est la pire erreur qu'il a fait, selon lui, de sa carrière, c'est d'avoir rendu Tesla public. Moi, je pense que ça ne l'est pas parce que, entre-temps, bah, il dort quand même sur 300 milliards de dollars. Et puis là, pour le coup, ces 300 milliards, tu peux pas tu peux pas les inventer, parce que c'est pas une valorisation théorique en fonction d'un évaluateur, d'une évaluation professionnelle qui est faite par une tierce partie. Là. C'est réellement, là, c'est 300 milliards observables en fonction de sa market, de la stake qu'il possède dans la market cap, là, tout simplement. Donc, je pense que ce qui est intéressant effectivement avec les marchés publics, c'est que pour le coup, oui, ça amène un peu plus de facilité pour lever subséquemment, mais en même temps, ça amène tout un tas de contraintes, on va dire, d'ordre juridique, en termes aussi d'intérêt aussi que la compagnie peut porter. Je pense que c'est surtout si la compagnie fait pas de revenus, ou en tout cas, je pense qu'elle en fait quand même, SpaceX, puisque tu m'as dit qu'effectivement, ils ont quand même des contrats hyper importants. Mais est-ce qu'ils génèrent des bénéfices? C'est la grande question, tu vois.
Parce que si la compagnie fait pas de bénéfices, bah, tu risques effectivement de diluer, de diluer vraiment la valeur de ton action assez rapidement. Parce que eux, les investisseurs, ils demandent des earnings. Et oui, peuvent être un peu plus patients les premières années, mais après, subséquemment, bah, tu dois leur faire plaisir, tu vois. Donc, c'est toute la question, évidemment, d'ordre, on va dire, plus d'éthique et d'ordre, on va dire, plus... est-ce que c'est pertinent à ce moment-là? Ben, moi, j'ai pas les chiffres, donc je peux pas te dire si c'est pertinent ou non. Mais effectivement, je pense que là, pour le coup, SpaceX a des forces, effectivement. Puis maintenant, on en parle de plus en plus, hein. D'ailleurs, c'est devenu de plus en plus mainstream, alors que la conquête de l'espace était devenue un truc un peu désuet il y a quelques années. Là, ben, je trouve qu'on en parle de plus en plus et c'est intéressant. Je vais pas mettre plus de commentaires que ça, parce que je pense que t'as un intérêt, évidemment, un peu plus important sur la chose, hein, que moi. Exact. Tu sais, je pense que le point qui est important à rajouter, c'est aussi la concurrence. Les Blue Origin de ce monde qui tiennent encore, mais qui ne font pas grand-chose, la compagnie de Bezos, et Virgin Galactic qui est tombée. Donc, c'est sûr que les grands joueurs qui pouvaient concurrencer, entre autres principalement au niveau privé, là, SpaceX, ont un peu disparu. Donc, est-ce que ça peut aider, sachant que je ne pense pas que Gab et moi, on pourrait décider de lancer un comparable dès maintenant, là. Donc, c'est sûr que l'information publique, c'est sûr que c'est risqué, c'est pas idéal nécessairement. Puis je pense que Musk, tu l'as mentionné, n'est pas un grand fan de ça. Aime la flexibilité d'être privé. Mais au moins, c'est pas comme si c'était une industrie hyper concurrente et qu'il y avait en fait, justement, là, des compétiteurs qui attendaient après la sortie de ces informations-là dans le but de pousser eux également là, leurs opérations. C'est quelque chose quand même qui est relativement un oligopole. On peut même dire presque un monopole aux États-Unis avec l'ampleur de SpaceX. Ça, c'est pas le cas, là, mais c'est très difficile de qualifier une industrie comme ça. Mais ça reste qu'il n'y a pas non plus de nouveaux entrants qui pourraient bénéficier tant que ça de l'information publique que SpaceX pourrait sortir pour justement là, aller leur couper l'herbe sous le pied en partie. Reste à voir, on n'y est pas, comme tu l'as mentionné, et je pense que les prochains tests de la fameuse fusées Starship là, vont amener des besoins de liquidité, des besoins de capital, peut-être une nouvelle ronde de financement ou un IPO. On le dit, c'est vraiment là que j'ai hâte de voir. Il va y avoir une nouvelle discussion qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années, c'est sûr, dépendamment de si le prochain test fonctionne et qu'ils peuvent commencer à faire du cash justement avec les payloads. Ou bien, encore une fois, ils ont 2, 3, 4, 5, 6, 7 tests où ça finit en boom. Et que, bon, ben, à un certain point non plus, c'est pas juste du petit talus que tu peux aller acheter tranquillou dans une ferraille là, qu'ils vont utiliser. Là. C'est pas quelque chose qu'ils mettent avec des vieilles vis et des boulons un peu en mode Tintin. Là. Mais, mais, Donc, je sais pas. mais ce qui est assez drôle, c'est quand même, je trouve, alors deux remarques, on va dire, décalées, là, vont... soyez humiliés ou non, là, de ce que je vais dire, là, mais... euh, Putain, ces explorations spatiales, moi, j'irais pas dedans. T'as vu la capsule, comment la fusée, comment elle est tombée, t'imagines, tu retrouves ça dans ton champ, là, tu dois être ravi, là. Bon, Avec, ça, c'est un point. d'avoir un truc qui fonce à 800 km/h dans ton champ avec des putains de carcasses de métal, là, donc c'est Mais quelque quand chose. ça monte, c'est une fusée, quand ça descend, c'est un missile. C'est un peu ça le Oui, problème, mais ça a une c'est double ça, utilité au moins. Peut-être qu'ils peuvent aller chercher des contrats militaires, ça c'est l'autre point. c'est ça. Et autre truc, là, c'est le truculent. C'est vrai que Blue Origin, c'est vrai que je me souvenais plus de ça, mais l'atterrissage de la capsule de Bezos, là, le truc, ça faisait un cratère, là, bam, tu voyais le. C'était complètement fou, là, donc. Est-ce que est-ce que SpaceX va faire un truc un peu pareil, là, avec un truc pour les touristes riches, là, pour qu'ils aillent se faire des petites sorties dans l'espace pour se faire plaisir, genre pouf pouf, on fait un tour en capsule, puis paf, on se crache dans le désert. Est-ce que ça va être un business florissant? Aucune Ouais, idée. Mais je en tout pense cas, que on a vu que pour Blue Origin, c'était leur espèce de vache à lait, ça n'a pas donné grand-chose comme structure à part des bons mots de dos pour les quelques célébrités qui l'ont fait. Là. Mais je ouais, pense que non. Je pense que SpaceX est rendu à un autre point. Je pense que SpaceX rit un peu de Blue Origin et de Virgin Galactic, comme je dis, qui est tombé. Là. Parce que clairement, ils sont rendus dans une classe à part. Clairement que leurs avancées sont significatives par rapport à n'importe quel compétiteur. Et ils ont ramené America dans l'espace. C'était ça, le Launch America, il y a quelques temps, c'était exactement ça. C'est la capacité des États-Unis de pouvoir mettre des astronautes dans une la- capsule et de les envoyer à partir de lancements ou de lanceurs en sol américain. Et non pas par des fusées de la NASA, mais par justement un privé. Et c'est un partenariat public-privé qui est très florissant et qui n'a pas fini de l'être. Les États-Unis veulent concurrencer la Chine pour justement bâtir une base sur la Lune.
ça risque pas de passer par beaucoup d'autres options à un certain point. Oui, il y a d'autres compétiteurs, certes, genre, on en passe, on nomme juste ceux qui ont le plus de branding, mais il y en a d'autres compétiteurs privés, mais ça reste que ceux qui sont les plus proches de pouvoir le faire, clairement que le SpaceX a son mot à dire là-dedans et a son mot dans le contre-public qui en découle. Par contre, ça reste que Musk a les yeux sur Mars, et les yeux sur Mars, c'est aussi le portefeuille qui doit être bien garni. Je pense que c'est là tout le sujet qu'on a parlé d'aujourd'hui, de ses aspirations ne peuvent pas juste venir de sa fortune, ne peuvent pas juste venir non plus des contrats et des quelques des opérations vaches à lait, entre guillemets, qui permettent de renflouer les coffres par autre chose que juste des rondes de financement. Je ne vois pas comment ils peuvent être en mesure d'aller atterrir et de faire des tests avec justement cette fusée qui est épouvantablement coûteuse à lancer pour se rendre sur Mars. On n'est pas rendu là, sans avoir une compagnie qui va être rendue à sa 74e ronde de financement. À un certain point, ça devient ridicule. Mais au-delà de la ronde de financement, là, puis on va dire plus du côté liquidité, c'est pognon dingue, hein, quand même, refaire de la recherche spatiale, puis au final, pour quel ROI? C'est ça la question que je me pose aussi, c'est... oui, ok, bon, on va aller sur Mars, mais ça se trouve, on risque d'être déçus là-bas. C'est un pauvre désert, quoi. Mais ceux qui sont fans de SpaceX vont rire de ce que je dis, mais c'est ça, l'espèce humaine va être une espèce multiplanétaire. Hein. C'est Kumbaya, mais dans le système solaire. Hein. C'est ça qui est beau. Non, hein. bah, Allons faire la paix sur Mars. c'est ça, on joue du djembé, c'est ça, on fait la paix, paf paf. C'est sûr que le problème sur Mars, à part jouer du djembé, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça, c'est le problème Non, qu'on a bah, faire. c'est ça. J'ai peur qu'on soit déçus, en fait. Bah, c'est ça que je me dis. Et quand t'arrives là-bas, puis en fait, c'est un pauvre désert où il n'y a rien à foutre. C'est Oh, puis finalement, Hubert va pas venir te chercher, je pense. bah voilà, À c'est ça, cette distance, hein. c'est ça. Tu peux commander le Uber. En fait, il va prendre 3 ans. T'es à venir, en fait, Ouais, c'est une autre fusée qui va venir te chercher. Là. Bon, bref, c'est compliqué. voilà, On divague un on peu, va là, rendre. mais on va Je rendre pense l'antenne qu'il est. effectivement. Mais je pense que ça donne quand même pas mal le point de la problématique et de la discussion qu'on voulait soulever. Mais c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, un épisode axé avec beaucoup d'opinions et un peu de rire, ce qui est pas mauvais dans le contexte actuel. Merci tout le monde, merci Gab comme d'habitude pour ta présence, merci tout le monde pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur YouTube, qui est la plateforme clé pour n'importe quelle forme de commentaire public. Donc Gab met également dans la zone de description l'adresse courriel si vous voulez faire le même genre de commentaires, partage d'opinions, idées de sujets, mais de manière plus privée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aller mettre un like et à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche également pour les notifications. Ça nous aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, sur les plateformes audio. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, etc. Toujours le même genre de système d'abonnement pour avoir les notifications. Vous pouvez également noter le podcast en entier, noter les épisodes également. Donc, ça aide aussi beaucoup pour le référencement. Et pour ceux que ça intéresse, étant donné qu'on est aussi sur une tendance où on parle beaucoup d'actualité, donc c'est le genre de discussions que vous pouvez très bien avoir dans votre transport en commun le matin pour aller au bureau ou dans un souper entre amis. Donc, n'hésitez pas à le partager. Le bouche à oreille est à la source de ce magnifique podcast. Ça nous fait toujours plaisir lorsque vous le partagez avec vos amis et vos proches. C'est vraiment ça qui crée notre magnifique communauté. Merci de nouveau, Gab, et on vous souhaite une très belle semaine, tout le monde. Salut tout le monde, bye bye.